Un appareil photo à 7200 € qui ne fait pas de vidéo, avec un autofocus qui certes a été amélioré, mais qui me fait encore rater des images, des limitations notamment sur la rafale qui sont un poil abusées, et pas mal d'autres choses qui honnêtement je comprends pas. Autant vous dire de suite que mon test sur ce X2D2, il commençait pas très bien. Et en vrai, c'est normal, parce que je suis pas la cible de ce produit-là, et d'ailleurs si vous regardez la vidéo, il y a de très grandes chances que vous ne le soyez pas non plus. Donc non, on va pas se demander si ce boîtier-là, il vaut vraiment le coup, déjà peut-être parce que c'est pas le cas, mais on va surtout se poser la question de pourquoi un boîtier comme ça, ça existe encore aujourd'hui, et surtout à qui il peut vraiment servir. Parce que malgré tout ça, malgré tous les défauts, et il y en a un paquet, il y a quand même quelque chose, il y a un truc que je trouve qui le différencie des autres. Est-ce que ça suffit pour justifier son prix? Absolument pas. Mais je pense que ça suffit pour qu'on prenne le temps ensemble de faire un peu le procès de ce boîtier-là, qui fait clairement pas l'unanimité, on va pas se le cacher. Mais voilà, on va essayer de comprendre pour qui il est fait aujourd'hui. Bon alors, avant d'aller plus loin, il y a une petite précision à voir. Oui, le boîtier m'a été donné par Hasselblad. Non, il n'y a pas eu de script, de contrat ou je sais pas quoi qui stipule ce que je dois dire ou pas dans la vidéo. D'ailleurs, ils ont même pas vu la vidéo avant qu'elle sorte, ça j'y tiens. Donc pour moi, qu'il y ait un don de produit ou pas, ça change strictement rien à mon regard sur n'importe quel produit que je teste. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça n'a pas changé. Mais voilà, en toute transparence, je voulais quand même le préciser. Ok, donc rentrons un petit peu dans le procès de ce boîtier-là parce que il y a plein de choses à voir. Le prix, commence peut-être par la partie la plus costaud. 7200 €, boîtier nu. On parle avec une optique d'environ 12 000 €. C'est indéfendable. Je sais pas trop comment le dire, mais que vous soyez professionnel, que vous soyez amateur, que vous soyez blindé aux as, tout ce que vous voulez, compliqué à défendre. Alors, en soi, si le boîtier était parfait, je dis pas, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Et même pour quelqu'un qui gagne sa vie avec la photo, c'est pas un achat qui est rationnel. C'est vraiment un achat plaisir. Et même d'ailleurs, encore plus que ça, pour une utilité précise, on va le voir. Ensuite, faites entrer le deuxième accusé, l'autofocus. Alors oui, en soi, il a quand même pas mal progressé par rapport à la première génération. On est maintenant sur un autofocus en continu. On a également du LiDAR qui va nous permettre d'avoir un meilleur autofocus en basse lumière. Et on a aussi le choix d'ailleurs avec différents sujets. Donc en soi, oui, l'autofocus a été amélioré. Il est plus moderne, il est plus polyvalent. Mais non, c'est toujours pas un autofocus sur lequel je peux me reposer à 100%. J'ai encore des photos floues alors qu'il a très bien vu qui était le sujet parce que la photo d'avant était nette. C'est pas le cas tout le temps. Encore une fois, voilà, il y a pas mal de cas où ça se passe bien quand il n'y a pas trop de mouvement. Mais quand même, j'ai toujours ce doute-là quand je prends une photo. J'ai toujours besoin de vérifier si elle est floue ou pas. Et personnellement, ce doute-là, il me saoule, quoi. En fait, sur un boîtier entrée de gamme que je vais pas payer trop cher, je dis pas, mais là, à ce prix-là, force est de constater que c'est quand même assez décevant. Sur le banc aussi des accusés, on peut parler des limitations, notamment de la rafale. 3 images par seconde en 2026. C'est pas une histoire juste de limiter, là, c'est vraiment un choix, je pense, qui est volontaire. Et forcément, ce choix-là, ça va limiter les utilisations. Je pense à la photo de rue un peu plus dynamique, je pense au mariage. Dès qu'on commence à avoir du mouvement, en fait, tout devient beaucoup plus risqué. Et encore une fois, c'est pas une question de performance, c'est vraiment juste une histoire de confort et de sécurité à la prise de vue. Alors pour contrecarrer, ils ont quand même progressé sur des choses, notamment aussi sur la stabilisation. On passe maintenant à 10 stop, donc sur un capteur quand même moyen format de cette résolution-là, c'est pas mal du tout. Et ça, j'ai bien aimé parce que du coup, en basse lumière, ça permet d'avoir des plans moins flous, on peut faire de la pause longue, entre guillemets, à petit niveau, mais quand même, à 1-2 secondes, ça tient plutôt bien. Mais si on revient, histoire de taper un peu dessus, je suis désolé, mais j'ai plein de trucs à dire sur ce boîtier-là, il y a quand même un choix que je comprends pas et qui pour moi l'élimine de tellement d'utilisateurs, c'est l'absence de vidéo, quoi. On n'a pas la possibilité de filmer, on n'a pas de mode même basique, même du 720p, du 1080p, peu importe, pour dépanner, je prends. Alors oui, vous allez me dire, il y a pas mal de photographes qui n'ont pas besoin de vidéo, et c'est vrai. Mais de temps en temps, tu vois, tu fais ta petite photo, tu as envie de faire une petite vidéo, avec cet appareil-là, tu peux pas. En fait, j'ai compris avec le temps, avec cette deuxième génération, que ce type de boîtier que propose Hasselblad, il cherche pas vraiment à convenir à la majorité des usages actuels. Il cherche pas à être polyvalent, il cherche pas à accompagner les photographes vidéastes. Et force est de constater que à ce prix-là, c'est un choix de pas mettre de vidéo. Et ce choix-là, il va peut-être pas déranger tout le monde, mais quand même une majorité, ça va un petit peu les limiter. Techniquement, c'est possible de le faire. La concurrence le fait. Chez Fuji, ils arrivent à le faire, à mettre de la vidéo là-dedans. Donc c'est encore une fois, c'est un choix. Donc si on empile un peu tout ça, tout ce qu'on vient de voir, et qu'on met tout ça à plat, on peut vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui fait que ce boîtier-là existe? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est pas fait manger déjà par le marché, quoi? Et pourtant, je trouve qu'il y a quand même un petit point de bascule. Un truc que j'ai trouvé avec ces boîtiers-là, que j'ai du mal à trouver ailleurs. Et c'est pas le plaisir
plaisir, c'est pas la philosophie, c'est pas la beauté de l'objet, malgré qu'il le soit. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus mesurable. C'est la prévisibilité, c'est l'anticipation sur le rendu final. En fait, je m'explique. Quand je prends une photo avec ce boîtier-là, je sais exactement ce que je vais obtenir. J'ai pas du à peu près, j'ai pas du voilà, dans l'idée, je vois à peu près à quoi ça va ressembler. J'ai toujours la même chose. J'ai toujours ces couleurs qui vont sortir, ces teintes de peau que j'aime beaucoup. Je sais exactement à quoi va ressembler mon dégradé. Je sais que je vais pas avoir de problème justement quand il y a plusieurs couleurs dans mon image. Je sais aussi comment le fichier va réagir en post-production. Et surtout, le plus important, c'est que quand je prends la photo, je la regarde sur mon écran, je sais que ça va ressembler à ça. Quand je vais l'avoir devant mon ordi, quand je vais l'avoir imprimé sur une photo, quand je vais l'avoir même imprimé sur un tirage un peu plus grand, le rendu, il est toujours le même, peu importe le support. Et c'est là, en fait, quand on parle, en tout cas, c'est mon point de vue, mais quand on parle de qualité d'image, bah, c'est là où ça prend tout son sens. On parle pas de piqué, de résolution. Là, on parle vraiment du rendu, des couleurs. Les dégradés sont d'une douceur que je trouve assez incroyable. On avait vraiment des transitions progressives, c'est naturel, il n'y a pas de cassure. Et on n'a pas cette espèce de compression qu'on peut avoir, hein, honnêtement, avec d'autres boîtiers que j'ai pu tester. Et encore une fois, ces caractéristiques-là, c'est pas spectaculaire, c'est pas incroyable, c'est pas un truc qu'on va voir sur Instagram, hein. Et j'imagine que vous n'allez pas le voir non plus sur cette vidéo YouTube, parce que c'est compressé. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est important quand on regarde une photo longtemps, quand on prend le temps d'apprécier, quand on regarde tous les détails, quand on a envie d'avoir une photo qui va durer dans le temps. Et en fait, c'est surtout cette régularité à travers toutes les photos, en fait. Il y a un look qui est très naturel, qui peu importe la scène que je vais photographier, bah voilà, je sais que mes photos elles vont se ressembler. Je sais que je vais avoir un espèce de rendu qui est très proche de ce que je peux voir avec mes yeux, mais en encore plus doux, en plus raffiné. Et j'ai pas besoin de rajouter un filtre par-dessus, j'ai pas besoin de donner un look que ce que je peux avoir justement avec Fuji. C'est une utilisation différente. Les deux me plaisent, mais ce que j'aime beaucoup avec la Hasselblad, c'est le rendu naturel. C'est ce que je peux avoir avec ce que j'ai vu en fait de mes yeux, quoi. Bon alors au-delà de ça, on est sur un capteur moyen format, donc un capteur qui est plus gros, qui a une meilleure résolution, on est sur 100 mégapixels. Donc là, un des gros avantages de ce type justement de capteur, c'est le recadrage. On peut vraiment zoomer un peu partout, on peut aller dans chaque détail de l'image, ça tient la route. Et on a un peu ce côté, bon vas-y, on verra ça en post-prod, dans le sens où tu peux vraiment faire une photo large et tu vas pouvoir zoomer, recadrer dedans, tu vas pouvoir isoler une personne, un détail un peu dans l'image, et même en zoomant, ça tient, c'est assez impressionnant. Alors en parlant de nouveautés aussi, ils ont également sorti une optique, la 35-100, alors elle a une ouverture variable, on est à f2.8 jusqu'à f4, et sur le papier, c'est probablement le plus logique, ou du moins le plus polyvalent qu'ils peuvent avoir, parce qu'on est sur un équivalent 24-70 à peu près en plein format. Et évidemment, bah, c'est une plage qui nous permet de faire à la fois du grand angle, des plans un peu plus serrés, voire même du plan plus détail. Et j'avoue, ayant un 55 mm à côté, bah, je me suis beaucoup plus vu l'utiliser celui-là, parce que justement, je le trouvais plus polyvalent. Et même si oui, on a une ouverture variable, à f4 sur du moyen format, voilà, le full d'arrière-plan il est quand même bien costaud. Par contre, c'est une brique. Il est énorme, voilà, mais il n'est pas non plus déconnant par rapport à la taille justement du boîtier, mais voilà, il fait quand même son poids. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est le côté un peu homogène. Il faut que l'image soit belle, il faut que dans n'importe quelle focale ou même n'importe quel coin de l'image, je garde cette netteté, ce côté un peu propre, ce rendu que j'aime beaucoup. Et en tout cas, ça a été le cas avec cette optique-là. Alors, en ayant dit tout ça, en ayant fait un point assez large de tous ses défauts et de quelques-uns de ses qualités, il y a un truc qui est important aussi de comprendre, c'est que ce truc-là de recadrage, de richesse dans l'image, de couleur, ça le rend absolument pas plus polyvalent pour autant. Ça compense clairement pas ses lenteurs, ça compense pas le fait que l'autofocus, c'est pas une bête de course encore, hein, il fait encore des loupés, mais c'est utile dans un cas vraiment très précis. Et ça va demander justement une manière de photographier qui n'est pas du tout prévue pour la majorité des gens. Et c'est là d'ailleurs où on arrive au point peut-être le plus important de la vidéo. Ce boîtier, il y a énormément de personnes pour qui il est absolument pas fait, où je vous conseille pas du tout de lâcher. Si vous êtes photographe de mariage, d'événements, de reportages où c'est un peu speed, de moments en fait où il faut vraiment sécuriser l'instant, ce boîtier il n'est pas fait pour vous. Même chose si vous aimez à la fois faire de la photo et un petit peu de vidéo, même occasionnellement, c'est pas l'outil qui est fait pour ça. En fait, faut retenir que si jamais vous voulez un outil qui est polyvalent, qui est souple, qui permet de faire pas mal de choses, un peu l'idée du boîtier tout en un, il faut passer son chemin. Mais à l'inverse, ça va peut-être parler qu'à une infime partie des gens qui vont regarder cette vidéo, et il peut être cohérent. Si votre pratique repose sur des images un peu plus posées, plus pensées, plus construites, si vous voulez imprimer vos photos en grand et surtout ne pas laisser de place au hasard et maîtriser tout ce qu'il y a dans votre image, avoir une qualité d'image qui est proche de l'excellence, avec une profondeur des couleurs, avec une plage dynamique aussi qui est excellente, alors oui, il y a peut-être un monde où ce boîtier-là, il va vous intéresser. Mais ce X2D2, comme le premier du nom, en soi, c'est pas une révolution, c'est pas un outil magique et c'est encore moins un outil indispensable. Et c'est là où on revient un petit peu au début de la vidéo, mais est-ce que ce boîtier-là mérite son prix? Honnêtement, non, clairement pas. Est-ce que c'est un produit
produit qui mérite d'exister? Bah je pense que oui. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ce boîtier divise autant, parce que la majorité, parce que justement le grand public, il est absolument pas destiné à ces gens-là. Et oui, on pourrait se dire que dans ce prix-là, c'est pas normal qu'il y ait autant de limitations, et vous avez sans doute raison. Mais écoutez tous ceux qui ont un Hasselblad, tous ceux qui ont justement pu le tester, écoutez leur ressenti, lisez un petit peu ce qu'ils peuvent en dire de ce boîtier-là. C'est unanime, il y a quand même quelque chose qui se passe quand on teste ces boîtiers-là. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé le tester. C'est du luxe auquel j'ai honnêtement pas accès, et c'est encore une fois, ça m'est pas destiné. Jamais de la vie, je mettrais autant d'argent dans un appareil photo, en particulier pour ce qu'il fait. Mais voilà, j'ai quand même été content de pouvoir tester cette excellence dans la qualité d'image. Ça me sort de mon quotidien, ça me permet de faire des choses que je peux pas spécialement faire avec les autres boîtiers que je peux tester. En tout cas, l'expérience a été hyper intéressante et agréable. J'espère qu'un jour, vous aurez aussi l'occasion de tester une expérience un petit peu de luxe comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, ou du moins intéressé. Je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.